Bonjour à tous, bon matin à tous, bienvenue ici pour la journée d'études, abandon et maintien dans le processus de création collectif. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ici et nous allons ouvrir la journée avec Barbara Formis que je vais vous présenter. Ensuite passer la parole à June Allen, je suis moi-même Jeanne Laurent et vous aurez l'occasion de nous rencontrer tous les uns après les autres dans cette matinée pendant aussi les pauses. Nous avons des interventions de 30 minutes chacune, suivies d'une discussion de 30 minutes et d'une pause de 30 minutes. Donc ça nous laisse a priori le temps d'aller tranquillement. Je vais vous présenter Barbara Formis qui va ouvrir la journée. Barbara, tu es docteur en philosophie et maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art au département d'art plastique et sciences de l'art de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où nous sommes, l'UFR Saint-Charles. Tu es membre permanente de l'Institut ACT et directrice de l'équipe Espace, avec laquelle nous menons cette journée d'études. Et l'équipe Espace, pour ceux qui ne connaissent pas encore, esthétique de la performance et des arts de la scène. Tes travaux portent sur la philosophie esthétique du corps, avec une attention particulière aux arts vivants, la performance, la danse, les happenings, les événements, et à leur relation aux phénomènes sociaux et aux pratiques de la vie. Tu es cofondatrice et codirectrice du laboratoire du geste avec Mélanie Perrier, laquelle nous allons retrouver cet après-midi pour son intervention à 14 h, avec David Ajus qui est ici également. Alors nous sommes heureuses de vous accueillir pour cette journée d'études, abandon et maintien dans le processus de création collectif. Et je laisse la parole à June Allen. Je vais offrir les remerciements qui sont traditionnels dans ce genre de lieu. Je voulais juste préciser aussi qu'on a une bonne demi-heure de pause. C'est comme ça, si on déborde un petit peu, on a quand même tout à fait largement le temps pour échanger et aussi se restaurer, ce qui est quand même une partie importante d'une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir échanger librement entre nous. On remercie Barbara, la directrice de l'équipe Espace, qui s'y présente. Nous remercions aussi nos directrices de thèse, Sandrine Morciot et Pascal Weber, qui va intervenir tout à l'heure. Pascal. Christophe Janin, qui est le directeur de l'école doctorale, parce qu'il y a 4 doctorants de l'école doctorale de Paris 1 ici. Hélène Mou et Pierre Chablin, les stagiaires qui sont ici présents, qui nous soutiennent vraiment beaucoup. José Moore, le directeur de l'Institut ACT, l'école doctorale d'art plastique et sciences de l'art, le CIRAC, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'expression contemporaine, Université Jean Monnet Saint-Étienne, et le laboratoire discontinuité de l'Université d'Artois qui ont soutenu aussi, en envoyant Sabrina. Catherine Lebaille-Roucheuse et Véronique Simon pour nous avoir permis d'être là et ouvrir l'espace exceptionnellement le samedi, ce qui n'était pas du tout chose. Et aussi 2 intervenants en bas qui sont Farid et René, on n'a pas leur nom de famille, voilà, qui sont venus quand même le samedi pour ouvrir l'espace et faire l'accueil ce matin. Voilà, et donc je laisse la parole à Barbara. Merci June, merci Jeanne. C'est à mon tour de vous remercier, de les remercier parce que je dois dire qu'elles ont été impeccables. C'était une organisation exemplaire. C'est pas facile d'organiser une journée d'études, d'autant plus que voilà, vous êtes un peu au début de votre carrière d'organisation d'événements scientifiques et je trouve que vraiment vous avez pensé à tout. Et donc vraiment toutes mes félicitations. En amont, hein, c'est déjà ça de fait. Donc l'équipe Espace, effectivement, est vraiment contente de pouvoir faire cette journée qui est portée par les doctorants. Et ça, c'est très important quand les jeunes chercheurs sont eux-mêmes force de proposition, que les thèmes viennent d'eux-mêmes. Et je trouve que le thème effectivement très précis et particulièrement difficile, mais c'est ça ce qui fait son intérêt. Abandon et maintien dans le processus de création collective. Donc je voudrais juste dire quelques remarques initiales que cette question me porte à penser. J'aurais tendance à penser, vraiment de façon un peu peut-être provocatrice, que
de façon, on peut dire, traditionnelle, l'abandon et le maintien sont contre la création. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant de poser la chose de cette façon-là, dans le sens que si on prend la question de la création artistique comme vraiment processus de production d'une œuvre, d'un produit, de quelque chose qui est fini, abandonner ou tout simplement maintenir n'est pas créer. C'est-à-dire que la création serait plutôt quelque chose qui est de l'ordre de il n'y a rien et après il y a quelque chose qui existe, un peu à la façon de Dieu. La création divine, elle est conçue aussi comme ça, et l'artiste, un démiurge, serait une sorte, aurait la force de créer à partir de rien. Et donc c'est ça qui m'intéresse, dans le sens, pourrait être intéressant, dans le sens que si on pose la question de l'abandon et du maintien dans le processus de création, cela implique redéfinir ce qu'on entend par création. Je pense que c'est ça aussi la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on va redéfinir la création en pensant que ce n'est pas effectivement une production à partir d'une table rase où il n'y a rien, mais on est plutôt dans le délaissement, abandonné ou délaissé ou sélectionné, ou dans le maintien de ce qui existe. Et c'est ça ce que je trouve assez intéressant. Et puis bien évidemment, il y a tout l'aspect communication sur la question du collectif. Et là, je pense que toute la journée, on va un peu regarder cela. Qu'est-ce que signifie créer de façon singulière plutôt que de façon en groupe. Et une chose que je voudrais un peu ajouter par rapport à la question du maintien, c'est que déjà, il y a quelque chose d'assez gestuel, c'est-à-dire même au niveau étymologique, maintenir signifie tenir avec la main. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du corps qui est intéressant. Et aussi, ça me renvoie à la question, un art qui a été traité par Myrle Lademan Ucles, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une artiste américaine qui a plutôt travaillé dans les années 70, qui avait écrit en 1969 un manifeste qui s'appelle Manifesto for Maintenance Art, manifeste pour l'art maintenance. Alors c'est pas le maintien, mais c'est la maintenance. Mais en même temps, la maintenance, pour elle, c'est aussi le maintien. Ça veut dire nettoyer, collecter, bien. Et dans ce manifeste, elle dit des choses assez intéressantes. Elle dit que finalement, la maintenance, elle est d'un côté d'une idée, c'est-à-dire l'idée de la vie, qui est opposée à l'idée de la mort. Et en fait, elle dit l'instant de mort est en un sens l'instant de la création, ou ce qu'on entend par création. L'instant de mort, et je cite, conduit à la séparation, l'individualité, l'avant-garde par excellence, suivre son propre chemin vers la mort, faire sa propre chose, le changement dynamique. Donc en un sens, la mort pour elle est être seule et vouloir transformer. Alors que l'instant de vie, la maintenance, ou maintien, on pourrait dire, est plutôt l'unification, le retour éternel, la pérennité et le maintien des espèces, le système et le fonctionnement de survie et l'équilibre. Et donc il y a vraiment toutes des implications, je termine sur ça parce que c'est pas une communication, sur l'écologie, les questions de maintenance au sens de maintenir en vie, de l'entretien, de la survie, donc des questions écologiques et des questions sociopolitiques qui sont quand même au cœur un peu de ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc voilà, je suis là, très enthousiaste de cette rencontre et voilà, on peut se mettre au travail. Nous allons commencer maintenant avec le premier groupe. Donc, je vais introduire d'abord Sabrina, qui est discutante pour la première partie, qui va ensuite introduire les trois autres personnes. Mais peut-être vous pouvez venir, Sabrina, et je crois qu'il manque une chose, mais moi je peux être debout pour cette petite partie-là. J'ai l'honneur de présenter Sabrina Biokou-Sellier. Elle est co-auteure de projets multimédia, enseignante d'art plastique, chargée de cours en art numérique, doctorant en art plastique à Lyon, sous la direction de
Karen O'Rourke, à l'école Université Saint-Étienne, Université mais qui fait partie de Lyon, Saint-Étienne, en fait. unité de recherche, le CIEREC, TIREC, de Anne Volvé et le laboratoire de discontinuité d'Université d'Artois. Le sujet de son thèse est mémoire ancestrale, mémoire technologique, forme d'expérience dans les réseaux de partage. Et développe son recherche doctorale sur l'économie et la connaissance de la création artistique et de la recherche-création en réseau entre artistes et chercheurs en sciences humaines et sociales, et en particulier à partir des modèles de cartographie et cartes interactives numériques développés par les artistes aborigènes. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier les organisatrices de cette journée d'études tout à fait passionnante. J'ai donc l'honneur d'ouvrir la première séance de la matinée avec 2 interventions, 2 démarches différentes. Donc avec un temps de parole 30 minutes chacun et un temps de discussion privilégié avec le public de 30 minutes également. Nous allons entendre dans un premier temps Jeanne Laurent, qui est artiste-auteur en art visuel et doctorante en art soutenable à Paris 1, sous la direction de Pascal Weber, qui nous parlera de l'artiste en tant qu'acteur de changement social. Elle propose une réflexion sur comment les artistes s'inscrivent dans le champ de la politique en geste de pensée collective. Puis, nous écouterons la communication à 2 voix de Sébastien Souchon et Adria Van Mel, c'est bien ça ? C'est ça. Tous 2 artistes écrivains et diplômés à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ils dirigent ensemble les éditions Extensibles et Au lieu. Ils analyseront en duo un retour d'expérience éditoriale avec une communication, le lâcher-prise littéraire chez les artistes plasticiens. Comment ces 2 pratiques trouvent le moyen d'une complétude. Donc on va tout de suite commencer par Jeanne Laurent. Merci Sabrina. Alors, ravie de vous faire également ici une communication sur le travail des artistes en collectif, non pas dans un rapport de co-création, mais sur la question de la pensée sociale et comment les artistes, à partir de 2 exemples, s'organisent ensemble sur différents types de projets pour, on va dire, co-créer des espaces, des projets et une pensée politique. Et pourquoi ? Alors, si vous permettez, je vais plutôt lire avec ce petit rhume que j'ai aujourd'hui, c'est un petit peu plus confortable. La position de l'artiste en tant qu'acteur de changement social. Nous allons ici observer le couple maintien et abandon à partir de 2 groupes de travail associatifs auxquels je suis liée. L'un, centre de recherche et laboratoire artistique, et l'autre, organisation professionnelle. Groupe que l'on pourra assimiler à de la recherche-action, où le groupe de travail devient lui-même un chercheur collectif, co-auteur et propagateur d'un savoir pluriel, lui-même œuvrant en réseau avec d'autres groupes, lesquels font partie de son histoire et sa pratique de co-création, et observant leur capacité, par la réalisation d'un ouvrage commun, inscrit à la fois sur du court et long terme, à modifier un paysage social et que l'on pourrait ici nommer des artistes sociaux. De là où je suis et agis dans le cadre de ma pratique d'artiste au sein d'associations, en tant qu'artiste plasticienne, multimédium, collectif ou organisation d'artistes depuis la fin des années 80, je m'interroge sur ce qui meut les artistes à œuvrer ensemble dans une perspective écosophique que j'associe aujourd'hui au cadre de ma recherche doctorale. Le XXe siècle avait mis en avant les artistes singuliers, sans pour autant écarter des mouvements de la création artistique tels les Dada, surréalistes, mouvement Fluxus, les actionnistes viennois, et nombre de courants de l'art moderne et de la création contemporaine. Aujourd'hui, l'on peut observer la résurgence du faire ensemble, mise en avant d'artistes œuvrant en collectif par intérêt commun, qu'ils soient liés à la création artistique, à une mutualisation de moyens en regard d'une économie, une économie de partage, un espace en partage également, et le développement des réseaux grâce aux nouvelles technologies vers un renouveau des coopératives d'artistes. Comment partager les pratiques singulières propres aux identités de chacun, dans des projets ne mettant pas en jeu, à proprement dit, la création artistique? Comment ne pas se laisser aller à un oubli de soi, mettant en danger sa propre créativité,
s'agissant de regroupement d'artistes. Comment faire œuvre commune par l'action commune? Qu'est-ce que l'on donne? Qu'est-ce que l'on maintient? Qu'est-ce que l'on cède de sa propre individualité au sein d'un collectif artistique? Serait-ce une économie positive du partage et de la contribution, où 1 plus 1 égale 3? Un enrichissement mutuel des savoir-faire et de la pensée? Pour Félix Gattari et Gilles Deleuze, le collectif est un agencement collectif d'énonciation par la pratique d'un discours commun et par addition de compétences, et non par une soustraction des individualités. Ceci dessine le principe d'intelligence collective et d'économie de la connaissance. Dans la pratique artistique collective, les différents agencements vont ainsi se polliniser et prospérer ensemble, ici au bénéfice d'une pratique augmentée sur un territoire constitué en un corps commun provisoire, éphémère, le temps d'une rencontre, ou durable par la régularité des rencontres annuelles, ou en alternant les pays d'accueil, à partir d'un exemple que je citerai, qui est un centre de recherche artistique auquel je suis liée, où nous accueillons 150 à 200 artistes par an en résidence qui viennent du monde entier, se situe en Bourgogne et qui s'appelle le Château de Montholon. Donc pour une pratique collaborative, par des artistes en dehors de la création elle-même, nous pouvons parler de recherche-action. Et pour définir ce qu'est la recherche-action, je me permettrai de citer ici la présentation de cette notion selon l'article du laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action. Lire ça. La recherche-action, à quoi sert-elle? Elle permet de lier un mouvement d'émancipation et de transformation sociale avec une production de connaissances. En introduisant un récit au cœur de ces mouvements individuels ou collectifs, elle contribue à concevoir des outils et des cadres susceptibles de penser la réalité contemporaine et donc agir sur elle. En posant des mots sur leurs conditions et situations, les personnes se réapproprient un sens historique en tant qu'acteurs et auteurs de leur propre vie, voire une conscience en tant que minorité active. Donc ce groupe, l'ISRA, le laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action, s'intéresse à différents champs de la société, pas seulement au niveau de la création artistique, mais il m'a semblé intéressant de relever leur propre définition que l'on peut ensuite associer au travail en collectif par des artistes. La recherche-action est particulièrement adaptée dans les situations humaines, par définition complexe, nécessitant de mobiliser une intelligence sociale. Elle contribue ainsi à l'élaboration, la légitimation et la validation d'une contre-expertise ou de labos citoyens. Expérimentation et modélisation, expertise territoriale et mobilisation locale, analyse institutionnelle, mise en place de collectifs et laboratoires sociaux, et encore beaucoup d'autres projets. La recherche-action, combien de temps ça dure? Une recherche-action peut s'instaurer dans un cadre informel ou institué, s'autosaisir ou être commandée. Sa durée est donc très variable, mais une recherche-action peut difficilement s'inscrire dans une courte durée, puisqu'elle s'appuie sur l'expérience humaine par nature incompressible. Avec quels moyens? Les moyens renvoient à la question de l'autonomie de la recherche-action. Il est effectivement difficile sans autonomie de favoriser une intelligence collective, autonomie morale, autonomie financière, contribuer à une créativité populaire et établir de nouveaux référentiels, provoquer des contre-espaces d'expertise. Alors on se pose aussi la question de l'équilibre pour la création de projets, le fonctionnement des projets et comment on peut manœuvrer en durabilité sur des projets. Donc tous ceux qui travaillent en groupe, en collectif et sur les laboratoires de recherche savent très bien également qu'il y a toujours la question économique qui a trait derrière, qui peut à certains moments porter et qui peut des fois peut-être restreindre. Sur cette question de l'équilibre, il y a la question aussi du pouvoir qui peut se poser de la part des financeurs, par exemple. Et en effet, à noter que cet équilibre peut être rompu dès lors que les attentes et exigences des partenaires institutionnels peuvent être déçues ou contrariées, notamment par la revendication d'indépendance de la structure chercheuse et que ceux-ci décident de se désister de leur soutien. Ainsi, l'exemple récent d'Arcadie et sa dissolution déclarée par son plus grand soutien, le Conseil régional d'Île-de-France, annoncé le 19 septembre dans un article Next Libération,
Donc le prétexte, s'estimant exclu des orientations d'une structure qu'elle finance à 88%, la région annonce son désengagement sous prétexte qu'elle ne se sentait pas assez impliquée dans la gouvernance du projet. Ainsi, le 12 septembre, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, a dissous l'agence culturelle Arcadie dans un courrier adressé à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça fait aussi partie des risques de toute structure qui cherche à développer ses projets avec néanmoins les besoins de soutien et de financement. Alors, je donnerai 2 exemples au cours de cette communication. Premier exemple, le château de Montholon, centre de recherche et de création artistique fondé en 1989 par Wélie et Eva Hirzel, en milieu rural bourguignon, à la recherche d'un terrain pour planter leurs chapiteaux de cirque, les roulottes et les camions. Le château de Montholon fêtera l'an prochain ses 30 ans, pendant lequel auront été accueillis des artistes en résidence venus du monde entier. Tout cela sur les 20 premières années avec les seuls moyens du bord. À l'heure actuelle, 150 à 200 artistes sont accueillis chaque année en résidence de création et la gestion du site est confiée par son propriétaire à l'association du même nom, dont l'équipe est composée de 20 personnes. À sa fondation, nul n'aurait imaginé. Alors, une équipe composée de 20 personnes, dont 3 personnes salariées, équivalent à 2 temps plein, et 15 artistes ou acteurs de la culture au conseil d'administration. À sa fondation, nul n'aurait imaginé que ce lieu acquis par hasard aurait constitué aujourd'hui une colonie de presque 80, 79 précisément, artistes installés alentour et leurs enfants, un rayonnement international et développer des actions éducatives auprès des artistes eux-mêmes, du public et des visiteurs du lieu, ainsi qu'auprès de la population locale par une activité expansive de manière organique. Affective, c'est-à-dire les personnes liées au projet co-créant une communauté à la fois locale en milieu rural et international. Et le lieu d'accueil éduque les artistes par une philosophie basée sur le vide, la vacance de l'être, ayant avec pour objectif la résolution des conflits intérieurs propres à notre nature humaine. Alors il ne s'agit pas d'une secte, je vous rassure, puisque ça court quand même, la rumeur court depuis 30 ans alentour. Donc par une philosophie basée sur le vide, la vacance de l'être, avec pour objectif la résolution des conflits intérieurs propres à notre nature humaine. Abandonner la volonté du faire à tout prix, se délester de nos habitudes du quotidien, exercice difficile qui demande patience et persévérance au lâcher-prise, à se laisser aller à l'ennui, se défaire du trop-plein de nos routines et occupations quotidiennes pour maintenir un focus sur nos intuitions créatives de plus en plus claires. Le lieu d'accueil éduque les artistes à recevoir cet accueil, justement. Accepter ce qui est là et offert simplement, permettre de toucher son soi et être pour entrer dans l'espace de création, qu'il soit singulier ou collectif, se permettre d'évoluer dans un espace de confiance et d'autonomie en toute responsabilité par rapport à soi et aux autres. Je précise que ce centre de recherche artistique est désormais financé depuis que l'association a été fondée il y a bientôt 10 ans et tout est mis en œuvre pour préserver l'indépendance du projet artistique et nous sommes nous-mêmes confrontés à la question de la dépendance financière. Donc cela fait souvent des allers-retours au niveau des institutions et le projet de donation de ce lieu à la région ou à la commune ou à l'État, à qui voudra bien le recevoir, parce que depuis 3 ans, personne ne le veut. Donc donner n'est pas si facile. Et les artistes qui viennent en résidence sont accueillis simplement, sont eux-mêmes autonomes dans leur production et ils ont à disposition des espaces d'accueil, un espace à vivre en commun et des salles de travail et des logements bien sûr. Au château de Montholon, on parle aussi d'éduquer le public. Lors des sorties de résidence ouvertes au public et des temps d'échange ensuite permettant d'échanger sur ce qui a été vu, entendu, perçu et de rencontrer et dialoguer avec les artistes à propos de leur processus, de se poser des questions ensemble sur le travail en cours, où l'on observe au fur et à mesure des années des espaces de sincérité critique de la part du public qui lui-même va prendre confiance en sa propre prise de parole et témoigner de ses émotions. Éduquer au processus de création, lors d'ateliers avec des élèves du primaire, avec des personnes en situation de handicap,
des détenus du centre pénitentiaire des environs et la mise en place d'ateliers auprès de personnes âgées. Éduquer au processus de création des publics que l'on dit captifs, c'est-à-dire qu'ils ne viendraient peut-être pas spontanément à la rencontre des œuvres créées sur place ou à la rencontre des artistes eux-mêmes, et avec lesquels, là aussi, créer cet espace de confiance propice à la rencontre. Il peut y avoir réciprocité de la qualité d'accueil. Il existe cependant des tensions par ailleurs. Une colonie d'artistes s'installe et se développe sur un territoire et fait face à la méfiance de l'autre. Les premiers mois, le site était survolé par les hélicoptères des forces de l'ordre pour surveillance et observation. Méfiance qui peut perdurer tant que la rencontre n'a pas lieu, tant que la peur de l'autre ne permet pas de dépasser des préjugés. Nous disons colonie d'artistes par son ancrage territorial, nous pouvons aussi dire communauté artistique par son rayonnement sans frontières. Cette colonie participe activement à la vie locale, économique, sociale et au petit patrimoine local, acquisition et reconstruction de maisons, fermes, granges, anciennes gares, ainsi qu'au développement de la vie culturelle. Les membres de la colonie maintiennent leur indépendance dans leur vie privée et professionnelle et cependant œuvrent ensemble au bien-être et au bien commun à partir du projet d'origine, le centre de création, cultivant la filiation et s'hybridant avec d'autres acteurs de la vie artistique et culturelle locale et internationale. Une petite graine est devenue forêt en 3 décennies. Nous avons remarqué comme l'espace l'accueil des artistes en résidence rejoint les méthodes de permaculture, en contact direct avec la nature par la multidisciplinarité des projets. Et il convient ici de citer Michel Serres, « Nous sommes les paysans du paysage de la culture ». Ce modèle d'une utopie artistique basée sur l'entraide et la coopération pour maintenir et grandir un projet global, celui-ci né d'une intuition, d'un sentiment flou et incertain lorsque la rencontre avec le lieu est néanmoins impérieux, proche de ce que Dewey écrit à propos de l'acte d'expression. Je cite, « On trouverait au départ une émotion comparativement rudimentaire et imprécise. On découvrirait qu'elle n'acquiert qu'une forme définie qu'après être passée par une série de changements dans le matériau imaginé. Ce qui fait défaut à la plupart d'entre nous pour être des artistes, ce n'est pas l'émotion originelle, c'est la capacité d'adapter une idée et une émotion vague à un véhicule précis. Ce point de départ, une intuition donc, une petite graine semée, qui fonde malgré elle une utopie artistique, conforterait la pensée de Pierre Kropotkin, observant l'importance des institutions d'entraide, je cite, formées par le génie créateur des masses sauvages et à demi sauvages, pendant la période des clans et encore plus pendant la période suivante des communes villageoises. À propos d'entraide, et je cite à nouveau, de son importance dans l'évolution du monde animal et de l'humanité, où le développement d'habitudes de plus en plus sociales assure la conservation de l'espèce, son extension et son évolution progressive. Les espèces non sociales, au contraire, sont condamnées à dépérir. Et je vais lire encore un passage du texte de Kropotkin, ou peut-être pas, puisque je crois que je lis un petit peu lentement. On pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez. Néanmoins, la notion de solidarité et d'entraide dans l'échange entre les individus, ici sur le développement d'une communauté artistique, on peut dire que de nos jours, ce facteur est privilégié comme choix pour certains de ceux qui cherchent des solutions aux problématiques contemporaines d'effondrement de notre civilisation, qu'elles soient liées aux problèmes climatiques et politiques. En deuxième exemple, pour revenir aux questions artistiques, et ici maintenant dans notre société contemporaine où la condition des artistes-auteurs est fragilisée, il s'agit des organisations professionnelles, des syndicats d'artistes-auteurs en France, que je ne vais pas détailler par leurs noms les uns et les autres. Il y en a un certain nombre, une bonne dizaine pour les artistes-auteurs. Donc des organisations nationales, lesquelles œuvrent ensemble pour la défense d'un bien commun, le statut des artistes-auteurs. Ces organisations mutualisent force d'action et de pensée. Et j'interroge ce point de manière très actuelle. L'artiste étant un citoyen comme les autres, il interagit avec le monde réel et adopte une posture critique du monde par-delà son œuvre singulière, puis, plus loin encore, agit à partir et en réponse à des faits et des problématiques bousculant sa place dans la société. Puisqu'il n'est pas seul, c'est de manière organisée qu'il va pouvoir, ensemble avec ses collègues, confrères et consoeurs artistes-auteurs, ou pas, ces organisations forment un archipel dont les îles vont s'agglomérer régulièrement en réponse aux nécessités de celles-ci
à faire face à l'adversité. Elles sont constituées de personnes mues par une énergie commune à régler des problématiques sociales et en tension avec les institutions et les instances gouvernementales. Lors de leur regroupement et rassemblement, les personnes réunies quittent leur singularité d'artistes pour œuvrer ensemble au bien commun de leur profession. Il y a une alternance continue entre ces états de tension, d'attention, de lâcher-prise individuelle, de maintien et d'abandon de son soi d'artiste pour porter une attention les uns envers les autres en tant que citoyens. Un espace de co-création de la pensée en acte et de transmission de savoir et de compétences par une forme d'auto-éducation du groupe envers lui-même et ses confrères, consoeurs. Les artistes sociaux, à la fois nécessaires et naturels, lors de périodes de tension collective et une responsabilité partagée à la résolution de zones de conflit à résoudre. On a une grosse actualité en ce moment au niveau sur les questions des artistes-auteurs et puis au niveau des politiques gouvernementales. Pas seulement concernant nos professions, bien entendu, mais beaucoup de consultations ont lieu en ce moment. Alors, les enjeux dépassant la création artistique, utilisant potentiellement des méthodes similaires et des frictions internes lorsqu'il arrive que les individus restent attachés à leurs émotions, à leur singularité, et que le statu quo n'est pas une réponse suffisante aux enjeux à défendre lorsque tous ne sont pas d'accord au sein d'un groupe de travail. Et là, je vous parlais donc des organisations professionnelles des artistes-auteurs, qu'on appelle également syndicats, qui sont réunis au sein de l'intersyndicale qu'on appelle l'USOPAV. Dans ces espaces militants de la pensée sociale, et je vais accélérer, l'on peut néanmoins observer qu'un facteur garde toute son importance pour maintenir l'équilibre entre le soi et la communauté. Il y a en effet un mouvement ondulatoire entre maintien et abandon au sein duquel l'on peut aisément se laisser porter, et j'associerai volontiers cette vague à un espace de confiance et d'amour partagé au sein duquel chacun peut trouver ou pas un espace personnel de liberté, à son tour partagé dans la communication aux autres, au sein du groupe et rayonner à l'extérieur du groupe. Merci. Le risque de déséquilibre intervient là où l'espace personnel est rogné, voire nié, et d'où peut émerger un sentiment de lassitude et d'abandon de l'action commune, un des risques à œuvrer en collectif. Cet espace d'amour et de confiance est un élément tout à fait essentiel en réalité, permettant l'expansion et de la créativité de chacun et l'amoindrissant s'il venait à manquer. Une force commune émerge ensuite qui va nourrir chacun dans son environnement et avec à nouveau le risque toutefois d'abandonner sa pratique personnelle ou que celle-ci en soit significativement modifiée. Mutualisation, inspiration, partage pourra en devenir des principes fondateurs à la co-création autant qu'à la création singulière. Il y a un va-et-vient permanent, un petit peu comme un nœud de Moebius, dit-on, dont on ne sait jamais quel est le côté, qui me faisait penser à votre pratique d'ailleurs. Et pour un focus sur la tension et le maintien, citons ici la loi de tension, que l'on trouve définie en annexe de l'œuvre En l'enracinement de Simone Weil, dans l'article Personnes, individus et communautés de Jean Lacroix. Une petite courte citation, excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu, sur la relation entre l'individu et le collectif et la personne, où la personne est définie comme sujet existant à la fois comme un individu et comme membre de la communauté. Je cite, « Il semble que la personne réalise toujours sa complexité existentielle suivant un certain mode que nous appelons la loi de tension. La personne ne se réalise jamais que grâce à un couple de contraires, à la fois antithétiques et complémentaires, disons corrélatifs, qui d'une part lui permettent de s'incarner, mais qui d'autre part, par leur opposition même, la maintiennent toujours tendue et l'empêchent de se perdre dans l'une quelconque de ces incarnations, le corrélatif faisant toujours sentir sa présence. En d'autres termes, il y a une bipolarité existentielle de la personne. Celle-ci s'exprime d'abord et se réalise par la corrélation de l'action et de la pensée qui doivent se vivifier mutuellement. Et c'est un autre point intéressant, nous semble-t-il, concernant la résolution de conflits ou de tensions et la question de l'espace virtuel occupé par les problématiques de groupes de travail, ceci à géométrie et géographie variables. L'on peut retenir un principe odologique du paysage composé par les individus œuvrant ensemble.
On trouve une clé chez Gilles Deleuze, auprès de Gilles Deleuze, dans son cours Vérité et temps. L'espace odologique implique un espace vécu fait d'itinéraires et de chemins. Deleuze explique que les espaces odologiques sont des espaces structurés en fonction des buts et des obstacles. Affrontements de force, centres de force entre lesquels s'exercent des tensions. Les centres de force impliquent un espace où les tensions tendent à être résolues. Il y a des obstacles, il y a l'organisation d'un espace qui est composé de ce but-obstacle et qui implique nécessairement une vision résolutive des tensions. On pourrait alors dire que abandon et maintien dépendent de l'enchaînement d'obstacles dans l'espace odologique, dans les temps morts de la banalité quotidienne et aussi dans les temps forts de situations limites. Deleuze parle de Bergson, de la vision panoramique du mourant voyant sa vie défiler sous ses yeux. En référence à Godard, le cinéma moderne a pris en modèle la vision du mourant pendu ou noyé, des situations actuelles, et cette vision panoramique non conscientisée, serait-elle ce qu'on appelle l'intuition. Ceci pour clore la boucle du processus créatif. Comment une intuition collective peut-elle émerger au sein d'un groupe constitué et cette intuition faire but commun ou œuvre commune et l'aider à dépasser les obstacles de son espace odologique. Je vais un petit peu raccourcir pour la conclusion. Revenons sur les artistes-auteurs aujourd'hui en France. En fait d'histoire sociale contemporaine artistique, nous aurions besoin de mieux connaître l'histoire de nos propres statuts depuis la fin des années 60. En effet, les artistes-auteurs sont enregistrés professionnellement pour ceux qui le sont, ce qui n'empêche pas que ceux qui ne le sont pas n'ont pas d'activité professionnelle par ailleurs, à la Maison des artistes sécurité sociale ou la GESA, donc qui ont été institués au début des années 70. Pour les artistes-auteurs, aujourd'hui en France, on observe une alternance entre abandon et maintien sur des questions primordiales concernant leur statut et des obstacles. Abandon des usages obsolètes ou considérés abusifs concernant le régime des artistes-auteurs fait partie en fait du combat mené par les artistes-auteurs en revendication avec les syndicats. Maintien et amélioration du statut social des artistes-auteurs et de leur régime très fragilisé, en particulier ces dernières années, par défaut de gouvernance et manque d'effectifs salariés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne va pas s'améliorer. En matière d'innovation sociale, nous observons ici la qualité de rassemblement de quelques individus ayant à cœur d'instituer un système leur permettant protection sociale et permettant la reconnaissance des activités artistiques au rang des professions. Je dis quelques individus parce qu'il y a environ 260 000 artistes enregistrés en France. Il s'agit aussi d'œuvrer en commun à la co-rédaction de textes qui sont soumis au gouvernement, des amendements de décrets, des projets de loi, ainsi beaucoup d'activités en 2015 au moment de la loi création, architecture et patrimoine, et en ce moment à la rédaction de décrets concernant les questions des affaires sociales des statuts des artistes-auteurs. Œuvrer à la mise en place d'un Conseil national des professions des arts visuels font partie des combats menés par les syndicats à ce moment-là. Un écueil important, ne pas œuvrer pour rien, ce sont les limites de l'ouvrage contributif, la coécriture, le penser ensemble, et aussi le risque d'abandon de l'ouvrage commun est très présent, on le ressent fréquemment. En conclusion, l'adversité crée la tension, et la confiance permet le relâchement et l'abandon des querelles, l'abandon de la concurrence ou du combat à soi et aux autres. Des deux exemples cités, nous pouvons observer qu'abandon et maintien n'ont pas tout à fait les mêmes qualités dans le processus de collaboration, mais qu'elles sont liées à la survie des projets menés collectivement. Pour le groupe d'artistes développant un centre de recherche et de création, le Château de Montholon, le maintien de la structure en place est une nécessité à la fois philosophique, existentielle et matérielle. Préserver l'esprit du lieu, du groupe, la perte potentielle du lieu et du projet serait la fin de cette utopie. L'abandon de la défense du projet signifierait une atomisation du lieu et l'éclatement de la colonie d'artistes à partir duquel elle s'est construite, telle une ruche perdant sa reine. Ainsi, dans l'espace de la co-création politique, la réflexion et l'innovation ne pourraient s'opérer sans tension. En l'absence de conflit, il n'y a pas lieu de combat. Le maintien des objectifs permet toutefois la combativité pour la défense du bien commun de la profession et sa sauvegarde contre la menace de déstructuration de la société des artistes et dont l'abandon serait une défaite de ses représentants.
que des artistes choisissent de faire société ensemble, à quelque niveau que cela soit de la création, sans pour autant abandonner leur singularité, mais permet de poser des bases à une co-construction, à des stratégies de survie et à maintenir leur position dans une société parfois, voire de plus en plus hostile et anthropophage. Pour terminer, ces artistes nous font penser à des funambules s'avançant chacun en équilibre sur une toile tissée de 1000 fils. Cette toile, tel un filet qui accueille indifféremment les voltigeurs dans leur chute pour les aider à rebondir, en un jeu, je cite Jean Genet, en un jeu d'adresse qui exige que nous restions en éveil. Jean Genet, le funambule. Je vous remercie de votre attention. Merci à Jeanne Laurent pour cette intervention très riche et très dense. On va tout de suite continuer avec l'intervention de Sébastien Souchon et Adrien Van Mel, et ensuite on posera des questions. Bon, pour commencer, on tient évidemment à remercier June et Jeanne de cette invitation et Sabrina de cette modération et de ce don de la parole. On espère que notre contribution, en l'occurrence, donnera à la fois une sorte d'illustration, d'exemple et peut-être d'ouverture à l'exposé que vient de nous donner Jeanne au sujet de l'abandon et du maintien dans les collectifs, dans l'entreprise collective artistique. Parce que notre fonctionnement étant plutôt basé sur l'expérience et les conclusions tirées d'expériences de travaux collectifs, ne nous permet pas encore, à l'heure qu'il est évidemment, de théoriser tout ça sans délit de présomption. Donc on tire des conclusions un peu étape par étape au fur et à mesure de nos avancées dans nos différentes expériences et en fonction évidemment des publications et des retours sur publications et expositions que l'on mène avec les éditions extensibles, Adrien et moi-même. Donc, à mon avis, partant des concepts qui ont pu être posés par Jeanne, on aura la possibilité de créer une perspective en espérant donner du coup un peu le matériau qui illustre ces théories-là. Donc pour présenter en 3 mots, et après je donnerai la parole à Adrien sur les éditions extensibles, il s'agit d'une structure associative montée en 2015 et qui a fait suite à une initiative très personnelle d'Adrien et moi-même, issue des Beaux-Arts de Paris, de tenter une correspondance de récits, de fiction. À compter d'à peu près un récit par mois en moyenne, nous répondions comme ça d'une narration un peu sur le fil, tentant de mettre en exergue notre intérêt, notre sensibilité pour la littérature et pour l'écriture de récits, et de voir comment cet exercice-là pouvait compléter nos pratiques artistiques. Bon, fort de cette expérience, on a décidé de chercher autour de nous d'autres artistes plasticiens qui étaient intéressés par la même sensibilité, la même humeur littéraire. Et donc la maison d'édition s'est construite comme ça, sur cette initiative. Le premier recueil étant Sur la page abandonnée, recueil de récits d'artistes, qui publie une fois par an 25 plasticiens, donc leurs récits, des récits narratifs, fictionnels, à la suite de quoi on organise une exposition qui présente leurs travaux. Cette exposition témoigne, on a pu en prendre acte dès la première, d'une présence du littéraire dans leur format plastique. Donc depuis, il était question de maintenir cette entreprise, cette maison d'édition, pour continuer de fédérer autour de nous des artistes plasticiens écrivains et de tenter de valoriser à notre échelle, autant qu'on peut, l'inspiration littéraire dans le champ de l'art contemporain, voyant, et on va vous en parler, de quelle manière l'action plastique, l'influence littéraire, l'écriture, le récit, la fiction s'entrecroisent et quelle part prennent-ils chacun au sein de projets qui les mélangent, qui appliquent cette transversalité. Donc on peut peut-être commencer par le premier retour d'expérience sur la page abandonnée. Début 2016, on a commencé à travailler sur notre premier recueil, et donc le premier sur la page abandonnée, partant vraiment d'une intuition. Je pense qu'on a eu avec Sébastien d'une intuition et d'une envie en fait. On était tous les deux très attirés par la littérature, qui n'était pas notre pratique première, puisqu'on est plasticien, qu'on était étudiant aux Beaux-Arts. Mais on avait ce besoin, et dans notre travail de récit,
et à côté de cette envie d'écriture littéraire. Et donc on est parti de l'intuition qu'on n'était pas les seuls, qui était absolument pas, qui était une intuition absolument pas documentée à l'époque. On ne savait pas très bien si on avait raison ou pas. Et donc on a lancé un appel à candidature et on a contacté d'autres artistes dont on savait qu'ils avaient pas forcément cette pratique, mais en tout cas ce désir de pratique littéraire. C'est le second, mais le premier un peu en dessous. Et donc voilà, donc à partir de cet appel à candidature, on a reçu pas mal de propositions, toujours de plasticiens, puisque c'était les conditions qu'on mettait, toujours de plasticiens, de textes, de fiction et de récits, qu'on a compilés du coup dans ce recueil. Donner un petit éclairage sur le titre, sur la page abandonnée. Bon, il y a évidemment la référence un peu amusante à Brigitte Bardot, mais au-delà de ça, il y avait cette idée que l'artiste plasticien qu'on est et qu'on recherche se retrouve vraiment abandonné, en tout cas seul devant la page, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire puisque dans le travail plastique, il y a une possibilité d'enrobage visuel, d'utiliser plusieurs médiums, ce qui se fait quand même pour la majorité des artistes aujourd'hui, le mélange de médiums. Et voilà, et ce qu'on voulait vraiment et ce qui nous intéressait vraiment, c'était de permettre aux artistes qu'on publiait de se consacrer uniquement et complètement à la page et à la littérature, même si dans une deuxième partie, après la publication de ce livre, je pointe l'écran mais vous ne le voyez pas, après la publication de ce livre, on avait une exposition collective qui a été organisée dans une galerie du Marais, où les 25 artistes ont cette fois-ci montré leur travail plastique, qu'on a pu... nous, en connaissant leurs travaux du coup littéraires et les gens qui ont lu le livre en amont de l'exposition, assez facilement reliés à leur travail plastique, ce qui était assez passionnant pour nous et je pense même une bonne expérience pour eux. Voilà un petit peu. C'est-à-dire que en fait vous allez vous rendre compte, puisqu'on va parler des collections un peu une par une et en expliquant un peu notre cheminement par rapport à notre approche de cette écriture et des formats plastiques, etc. Et comment on arrive à les mélanger et de quel point de vue on est parti, parce que en fait, tout ça est très intuitif quand même au départ. Vous allez vous rendre compte qu'on est assez embêté en fait avec certains types de vocabulaire, parce qu'on est obligé de répéter régulièrement les artistes écrivains, les formats littéraires, les formats plastiques. Et en fait, tout ça, c'est un peu le contenu, par exemple, en substance de nos recherches. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre aussi de quoi il s'agit au fond dans cette manière d'être auteur. Parce que bon, pour nous, on a la quadruple casquette d'être à la fois plasticien, d'être à la fois écrivant, d'être à la fois éditeur le cas échéant, d'être en même temps un peu commissaire quand il le faut. Et donc on aurait tendance à vouloir proposer, on n'invente pas, mais à se désigner nous-mêmes comme des auteurs et à désigner finalement les gens avec qui on travaille comme des auteurs pour enrober un peu le statut d'artiste écrivain qui est toujours un peu lourd à évoquer, et par là même parler de format plastique et dissocier des formats littéraires, pratiquement c'est une hérésie dans le contexte contemporain, dans la mesure où en fait tout ça est très perméable et donc la maison d'édition en fait pour nous se pose dans cette réflexion, puisque c'est une structure, puisqu'il faut bien nommer les collections, puisqu'il faut bien nommer les statuts, puisque c'est une association loi 1901, et à un moment donné, il faut mettre des noms sur les choses, mais il faut un peu dissocier les fonctions, les parties, quoi. Et on se rend compte, en fait, que dans les faits, l'aspect qu'on pourrait qualifier de littéraire est en fait très imprégné dans les formes artistiques plasticiennes, et réciproquement. Donc pour un peu
répondre à ça par la pratique, parce que c'est quand même plutôt de là qu'on vient, on n'est pas théoricien ni l'un ni l'autre, on vient des beaux-arts. Donc pour répondre à ça par la pratique, utilisant les éditions extensibles, on a décidé de monter des collections un peu comme des projets, et chaque collection vient tenter une perspective d'approche de ce mariage entre une forme d'art plastique contemporain et une forme de littérature écrite, plutôt fictionnelle, plutôt de récit narratif. Donc parmi ces collections, on vient de vous présenter sur la page abandonnée, qui donc pour le résumer est vraiment un recueil dans lequel on a décidé comme approche de dissocier cette fois-ci le texte narratif de l'exposition, en essayant de... C'est un peu un test, c'est-à-dire qu'on a cherché autour de nous donc les artistes qui étaient concernés par l'écriture et qui étaient capables de porter ce travail d'écriture de manière complètement autonome, c'est-à-dire non associé à un format expositionnel. Donc le livre de poche, à cet égard, s'est présenté comme étant tout à fait légitime parce qu'il présentait d'une part pas d'image, certainement pas en couleur non plus, c'était pas non plus un beau livre, on n'était pas dans le livre d'artiste. Voilà, c'était un format qu'on connaît, de grande diffusion, facile à communiquer aussi, parce qu'il s'agissait par là même de présenter les artistes et de valoriser leur travail littéraire, donc de pouvoir en distribuer facilement. On pourra venir sur l'économie un peu plus tard qui nous permet de faire ce genre de projet. Et donc dans un second temps, de faire l'exposition, c'est-à-dire toujours nous sans présupposer sur le travail des plasticiens. Notons qu'on parle de plasticiens de notre génération, donc c'est des étudiants aux Beaux-Arts ou fraîchement diplômés des écoles, en tout cas à peu près 5 ans, voilà, moins de 10 ans de diplôme, quoi. Donc on est sur une jeune ou très jeune création. Et donc l'exposition nous a permis, nous, dès 2016, octobre 2016, chez Valérie Delaunay, de constater qu'effectivement, cette ferveur littéraire constituait la cohérence de l'exposition. Et donc il y avait quelque chose à partir de cette publication et de cette exposition, et des 25 artistes qu'on a rencontrés, et parmi eux, certains n'avaient encore jamais publié, donc c'était aussi une première publication, un format réduit, on a une diffusion à 400 exemplaires sur le premier ouvrage. Donc, mais bon, mine de rien, le fait qu'il y ait un code barre, le fait qu'il y ait un titre, une couverture et que ce soit commercialisé en librairie, ça donnait un ancrage quelque part pour ces artistes-là. Donc en fait, l'action collective, pour chaque individu, a permis quand même une espèce de, voilà, je sais pas, de quelque part de révélation pour certains d'entre eux sur une manière de travailler. Et puis une discipline qui était parfois un peu mise de côté parce qu'effectivement, comme le disait Adrien, sur les formats plastiques, mine de rien, au fur et à mesure des années aux Beaux-Arts, on apprend la maîtrise du discours, on apprend la maîtrise un peu des jeux d'exposition, des jeux de dispositifs, etc. Sur l'écriture, on est déjà d'une part moins formé. Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de professeurs de littérature dans les écoles d'art, mais c'est quand même assez récent et c'est pas non plus si répandu. Donc en fait, cette non-formation à la littérature en dehors des livres qu'on a pu lire et des exercices littéraires qu'on peut mener chez soi un peu en catimini, d'un coup devient exposé et permet aussi une forme d'ouverture et d'épanouissement dans une discipline qui était peut-être plus mise de côté pour des artistes qui par ailleurs s'engagent quand même dans leur dans leur retranchement, dans leur psychologie, dans leur personnalité à travers les formes plastiques. Mais voilà, on n'est pas sur le même niveau d'intimité au niveau de la diffusion. Donc on était ravis de ça, on était ravis effectivement de constater aussi que l'exposition confirmait un peu ce qu'on avait comme intuition, c'est-à-dire de cette présence littéraire récurrente. Et donc à l'issue de ce premier projet, donc sur la page abandonnée, qui est aussi la première collection, on a décidé de monter d'autres collections et d'autres types de travail en collectif. Notamment, on pourrait parler d'objets fictionnels, je pense assez vite, et puis dans la foulée peut-être de volumes, ça correspond très bien. Bon, objets fictionnels, on y reviendra un peu après, mais en deux mots, à partir de ça, on a pensé une collection qui s'appelle donc Objets fictionnels, qui estampille des objets inscrits dans une narration, et c'est donc une collection qui publie des éléments, des livres, des objets, des choses qui sont de l'ordre d'éléments d'une métafiction. C'est-à-dire que la fiction est à la fois à l'intérieur de l'ouvrage, et l'ouvrage lui-même est inscrit dans une fiction. Donc ça, c'est un travail qu'on porte chacun de notre côté en tant qu'artiste avec Adrien, sur le long terme, de poser des récits qui se complètent par des expositions, par des livres, par des performances. Et les objets qui sont issus de ces dispositifs-là trouvent leur place au sein des éditions extensibles, pas tous ces objets, mais en partie, au sein d'objets fictionnels. En tout cas, ça permet de les désigner comme tels et de collecter des objets qui quand on s'y confronte, quand on les rencontre, sont des objets inscrits dans une narration.
une autre manière de s'approprier la fiction et de la jouer au sein d'un dispositif à la fois littéraire et expositionnel. Et pour une autre partie, on a donc constitué un collectif qui s'appelle Collection, pardon. Oui, donc on a constitué un collectif qui s'appelle Collection, qui consiste en Sébastien, moi et un troisième artiste invité qui est différent à chaque exposition que l'on propose. Et le collectif Collection, il a pour intérêt principal de présenter une nouvelle manière, en tout cas nouvelle pour nous, qui doit probablement avoir déjà existé, de s'emparer de la littérature dans l'exposition, qui est de constituer un tout petit échange de textes entre les trois artistes qui le constituent. Et cet échange de textes est publié et montré et donné dans l'exposition et en amont, va être comme une espèce d'aide de lecture à l'exposition et va être le seul support textuel qui sera présenté dans l'exposition plastique qui est constituée ensuite par les trois artistes à partir de ce texte-là. Voilà. Mais je pense que, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jeanne Laurent, qui me paraissait très intéressant quant à notre pratique, à propos du travail collectif et à propos du difficile parfois maintien du travail personnel et même des acquis créés par le travail collectif. Et je pense que d'ailleurs, Collection, le collectif qu'on a créé, est un petit peu une réponse à ces questions-là. C'est-à-dire que le travail collectif part en général, c'est notre cas, d'une impulsion et d'une nécessité du moment, qui était, quand on a commencé la maison d'édition, de faire en sorte que la littérature prenne plus de place dans notre travail, de faire en sorte de découvrir si la littérature prenait de la place dans les travaux de nos artistes contemporains, qui sont de la même génération que nous. Et ensuite, une fois cette impulsion donnée, il faut... on se rend compte de la nécessité de maintenir vraiment les profits de ce travail. Et du coup, voilà, la publication, je pense, est une première réponse. Les expositions et leur retour, la création d'un site internet, l'ouverture aujourd'hui depuis 1 an d'un lieu qui est dans le 19e arrondissement, qui s'appelle Au Lieu, qui est à la fois notre atelier de plasticien, mais aussi un lieu dans lequel on fait des expositions, qui est le bureau de notre maison d'édition, qui est un lieu de résidence bientôt. À partir du mois de novembre, on va recevoir une artiste qui s'appelle Mélanie Yvon, qui est elle à la base plutôt romancière, qui a publié un roman il n'y a pas longtemps au Nouvel Attila, et qui va venir travailler 2 mois chez nous pour essayer de créer une exposition plastique à partir du roman qu'elle a tout juste publié. Et puis évidemment, voilà, ça c'est l'idée vraiment de maintien des actions, en fait, de les faire perdurer dans le temps. Mais il y a aussi de manière beaucoup plus personnelle, pour sortir un petit peu de la maison d'édition, mais qui est, je pense, le cas pour tous les artistes qui ont aussi des pratiques collectives, c'est l'idée de pas abandonner nos pratiques personnelles, et une de nos réponses est du coup de les assimiler à notre pratique collective. C'est pour ça qu'on considère, nous, les éditions extensibles, autant un projet éditorial et collectif et associatif qu'un projet artistique. Ce dont on a décidé tout de suite, à peine la maison d'édition créée, qu'on participerait à tous les projets qu'on met en place. Donc toutes les publications, on est écrivain à l'intérieur, Sébastien et moi. Toutes les expositions, nous y participons, donc on est toujours jugé partie. Ce qui nous permet, je pense, vraiment, il y a une idée de maintien de notre pratique artistique, mais il y a aussi évidemment une idée de ne pas sortir
de notre rôle d'artiste dans lequel en fait on est je pense le plus à l'aise, de ne pas se mettre à une place dont on a le sentiment qu'elle n'est pas la nôtre, qui serait une place de chercheur, de pur éditeur, de chef d'entreprise même parfois, quand on a quand même pas mal de contingences économiques, la location d'un lieu, le fait de travailler parfois avec des stagiaires, voilà. Oui, c'est sûr, et ça fait partie de la réalité on parle d'art et littérature, et on pourrait presque en parler pour 100% des artistes qui cherchent à exposer. Enfin, c'est quand même la condition de base du jeune artiste en France aujourd'hui. Il s'agit de monter des dossiers, quoi. Enfin, il faut monter des dossiers, des portfolios, il faut quand même se présenter à des tonnes de concours. Soyons sérieux, il y a un moment où il faut savoir écrire, organiser sa pensée, savoir faire ça. Donc on n'est pas nécessairement dans une écriture littéraire, mais enfin quand même tout le monde est amené à un moment donné à se poser un peu des questions qui se posent sur la page. Et il faut rédiger tout ça. Donc on est quand même de plus en plus exposé à ça. Et je pense qu'il y a effectivement d'une certaine manière, ça doit pouvoir encourager une réflexion sur son travail. D'une autre manière, ça peut aussi avoir le risque de l'essouffler. Cette récurrence d'avoir à se penser en permanence pour s'exposer mieux. Donc évidemment, il ne faut pas se perdre là-dedans, quoi. Et nous, quand on monte des projets tels que les éditions extensibles, qui nous prennent évidemment, qui sont particulièrement chronophages et pour lesquels on est 100% bénévole, et dont on trouve une économie un peu de bout de chandelle à coup de quelques subventions. On a été aidé par PSL, un peu par ADRAC, un peu là récemment par la ville de Paris pour monter la résidence de Mélanie Yvon au lieu. Donc on a quand même des aides, et notamment publiques, et heureusement, bien qu'elles ne soient pas régulières. Et on se débrouille en louant un open space au lieu qui nous permet de maintenir quand même la location chaque mois pour pouvoir regarder la galerie. Donc c'est quand même un peu de la débrouille. Et c'est la débrouille qui évidemment prend du temps, mais bon ça, ça fait partie du jeu, mais du coup, il faut évidemment l'intégrer à, je pense, une conscience critique qui doit participer de notre raisonnement aussi finalement artistique et d'écrivain, parce que c'est des questions qui nous occupent chaque jour, quoi. Donc c'est important de ne pas les mettre complètement de côté et de ne pas se dire qu'il y a un temps pour les dispositifs collectifs et de travail, et il faut monter les institutions, les machins, l'association, et un autre où on réfléchit complètement isolément de tout ça à ce qu'on est en tant qu'artiste et écrivain. Évidemment que tout ça est très embrassé, quoi. Mais s'embrasse à des niveaux, en fait, il y a quand même... quand on commence à brasser tout ça, comme vous le voyez, on a quand même un discours qui est relativement éclaté, où on aborde à la fois les collections, puis un petit peu l'institution, un peu ce qu'on fait, etc. Et c'est aussi pour ça qu'une maison d'édition et deux graphistes nous aident beaucoup à organiser notre pensée, parce qu'à un moment, il y a des collections, et il faut bien mettre des choses dedans, puis les serrer, et puis les graphistes ont besoin d'identification aussi des projets, des propos, donc ça permet comme ça d'organiser et quelque part d'archiver de manière classée un peu ce qu'on entreprend comme différents dispositifs, à la fois collectifs, personnels, d'écriture et artistiques. Mais on se rend compte que ces questions donc du maintien et de l'abandon sont à la fois récurrentes dans la manière qu'on a de travailler, en collectif et personnellement, de cette identité, effectivement, comme le disait Adrien très justement, d'être artiste soi-même pour soi et de l'être en collectif pour le collectif, et des fois d'être effectivement jugé parti, espérant que ce soit un atout critique, qu'il y ait une fonction critique à tout ça. Et puis il y a aussi la question, plus dans le contenu, de cet esprit à la fois littéraire et plastique. Comment ils s'embrassent, comment ça se marie, comment on fait pour avoir proposé des expositions littéraires, pour proposer des romans qui traitent d'art contemporain. On s'est rencontrés au Beaux-Arts avec Adrien, et depuis, moi je suis au milieu d'une formation d'un master de création littéraire qui est dirigé par Lionel Ruffel et Olivier Rosenthal. Tous les deux théorisent la littérature hors du livre. Donc c'est quand même des problématiques qui se posent dans les deux univers, qui finalement n'en font qu'un qui s'éclate. Mais la littérature sortant du livre et faisant exposition littéraire n'est pas tout à fait la même approche que l'exposition par des plasticiens qui tentent une approche littéraire et narrative et fictionnelle.
Et pourtant, on en arrive plus ou moins dans les mêmes endroits, dans les mêmes institutions qui nous exposent, que ce soit le Centre Pompidou, Kiasma, où nous, on fera ce qu'on peut le plus possible pour qu'au lieu accueille ce genre d'événements également. Et donc c'est un espèce de brouhaha, pour reprendre l'expression de Lionel Ruffel, et au sein duquel on essaie de formuler des choses un peu ponctuellement qui nous permettent de comprendre un peu ce qu'on fait, ce qui nous tente, et de réunir autour de nous, parce que c'est ça le principe fondamental des éditions extensibles, c'est de réunir autour de nous, et pour un temps le plus durable possible, hein, des artistes plasticiens, écrivains, des auteurs, on finira par savoir comment les appeler, et comment s'appeler nous-mêmes, et qui trouvent un territoire de dialogue en fait au travers de cette entité, au travers de cette maison d'édition. Voilà, c'est à peu près ce qu'on se désigne comme mission de travail. Je pense qu'on peut commencer, peut-être commencer à conclure sur le fait que, bah oui, peut-être sur cette idée qui me paraît être un peu fondamentale dans le cadre, en tout cas, de cette journée d'études, qui est comment, en tant qu'artiste, au sens plus ou moins large quand même du terme, dans notre cas, puisque on est à la fois écrivain, plasticien multi-support en plus, enfin multi-médium. Comment en tant qu'artiste à la fois on se permet de communiquer avec des gens qui ont des casquettes très différentes de la nôtre, de travailler avec, dans le cadre de la maison d'édition, par exemple un duo de graphistes, de travailler avec des commissaires, avec des scénographes, etc. Du coup, pas forcément en tant qu'artiste directement, mais en tant que directeur de maison d'édition. Voilà, et comment est-ce qu'on fait tout ça sans se perdre trop, tout en restant artiste, écrivain, ce qui est notre intérêt premier, puisque tout ça en fait tout ça on l'a créé d'une certaine manière pour s'enrichir. Financièrement. Très peu financièrement, malheureusement. Ce sera peut-être un jour racheté très cher par Flammarion ou par Gallimard, mais j'en doute. Ouais. Comment est-ce qu'on gagne en fait de toute cette expérience et de tout ce travail, et comment est-ce qu'à la fois on n'abandonne pas ce travail qui a été créé et qui n'est du coup et qui tient quand même beaucoup à nous, et comment est-ce qu'on maintient à la fois notre pratique, ce qu'on produit à l'intérieur des éditions, la création du lieu, au lieu, qui est aussi un gros travail, et qui est aussi un endroit qu'on a imaginé d'une manière quand on l'a lancé, et qui finalement forcément part dans d'autres directions. Donc il y a une espèce d'idée de contrôle et de lâcher prise parfois, parce que le travail collectif, c'est aussi beaucoup de lâcher prise. Voilà, je te laisse peut-être encore 2 mots à dire pour la dernière minute qui nous reste. C'est une très belle conclusion. Ouais. Merci Adrien. Non, enfin tout ça grandit avec nous. Je pense que c'est vraiment ça qui nous touche aussi, c'est qu'on a commencé, Adrien, moi j'étais diplômé depuis à peine 1 an des Beaux-Arts, Adrien était encore étudiant, et aujourd'hui on est tous les deux sortis, on commence notre activité en dehors de l'institution, et on se rend compte que malgré la continuité des collections, malgré on essaie nous de les rendre pérennes, et l'ouverture de lieux, etc., on se rend compte qu'on grandit avec ce projet-là, que le projet grandit avec nous aussi, et qu'il donne écho à des problématiques qui sont aussi les nôtres personnellement. Donc en fait tout ça fait sens, et nous réjouit évidemment dans la perspective d'associer nos travaux personnels, vous l'aurez compris, ce travail collectif, et de maintenir les deux en fait de front, parce qu'ils s'auto-alimentent. Voilà. Je veux dire qu'on a fini cette fois-ci. Ah oui. On abandonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention aussi très riche sur le terrain. Alors c'est difficile de faire une mini conclusion à chaud comme ça,
de ces deux interventions, simplement pour dire que c'est intéressant d'entendre la parole des artistes plasticiens. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les lieux. D'entendre leur retour d'expérience et la manière dont ils mènent leur pratique, on va dire, de terrain. J'ai juste quelques petites réflexions, une question, peut-être pour lancer d'autres questions de la part du public. Comme ça me vient à l'esprit la recherche-création. On parle beaucoup de recherche-création en ce moment, beaucoup au Canada, en Australie, États-Unis, où il y a justement ces questions de pratique de terrain, développer des méthodes, des stratégies, l'autonomie, la question des régimes esthétiques pluriels. Alors on peut penser à Rancière, d'autres auteurs. Qu'est-ce que ça implique, le statut des œuvres produites, le statut de l'artiste. Voilà, qu'est-ce qu'un artiste, les savoirs multiples et la question évidemment de l'économie de la connaissance. Quels savoirs sont produits finalement? On peut se poser la question aussi, de la part notamment des sciences humaines et sociales qui vont peut-être plus poser la question sur la question du savoir. Quel savoir est produit par les artistes? Ma question concerne vous deux en fait. Peut-être qu'elle sera mal posée parce que encore une fois c'est à chaud. Mais sur la question, justement, quand on travaille dans le processus création collectif, la question de la protection des travaux, justement pour pas que ce soit absorbé, comment est-ce que vous y avez pensé? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? La protection des travaux en termes... de production, en fait, en tant que processus, en tant que méthode. C'est un petit peu une question qui est propre aussi aux logiques du libre. Voilà. Est-ce que vous avez échangé ou... Oui, si j'ai bien compris, comment on protège notre pratique, c'est ça, hein? Oui, ouais. Les productions et l'idée en fait même. Ouais. Hein, parce que vous disiez... je pense que comme tout le monde, on les met à partir du moment où les idées sont posées, elles appartiennent à tout le monde, mais je pense on essaye, chacun de notre côté avec Adrien, déjà de trouver un peu la manière dont on trouve légitime, convaincant, satisfaisant pour nous-mêmes de réaliser ce qui semble être notre, dire très très mochement, notre pratique artistique, mais voilà ce qui constitue en tout cas ce qu'on a besoin de réaliser. Et en fait, je crois qu'on est vraiment exposé à la multitude, quoi. En fait, plus on est impliqué dans le territoire littéraire, et plus il est question de contenu, de temporalité étirée pour construire un récit, pour construire une narration, etc. Et donc on est presque sur une échelle de temps du roman, quoi, par rapport à notre pratique. C'est-à-dire que ce qui est beaucoup plus étiré quand même que la production plastique. Enfin, il faut vraiment, pour avoir une carrière d'artiste, j'ai l'impression, enfin, pour beaucoup a priori d'entre nous, il s'agit de réaliser quand même beaucoup d'œuvres par an, quoi. Là, bon, c'est le cas aussi, enfin, davantage pour Adrien que pour moi sur ce terrain-là, mais on étire quand même cette production sur une continuité narrative, fictionnelle, donc, voilà, dont on essaie d'être porteur, pratiquement aussi comme un romancier, en tout cas comme un narrateur qui tiendrait sa fiction, quoi. Donc de temps en temps apparaissent des choses, voilà, récemment pour Adrien des installations, des objets, pour moi des objets aussi, des livres, des catalogues. J'écris de mon côté un roman qui appartient à cette fiction-là, qui en comporte aussi à l'intérieur certains éléments qui parlent d'art contemporain, qui parlent d'un Sébastien Souchon fictionnel, artiste retraité, et dont certaines œuvres sont extraites et présentées dans la vie pendant les expositions. Adrien joue aussi de cette ambiguïté du personnage, de l'identité dans ses installations. Donc quelque part, les dispositifs, je dirais, de comment faire jouer l'art et la littérature dans une manière d'exposer, de co-exposer les deux ou d'éditer les deux,
ça, effectivement, on en a l'initiative d'une certaine manière dans ces formes. Mais les dispositifs, pratiquement à partir du moment où ils ont été publiés, on a dû être inspiré de toute façon. Enfin, pour revenir sur la question de la création de tout à l'heure, on n'en est pas là. Enfin, nous, on cuisine évidemment avec les ingrédients qui nous sont donnés, quoi. Et puis c'est le principe du collectif. On fait venir d'autres gens, on travaille avec eux. On en expose un sur la page et on l'édite. Et puis après, on fait une résidence avec lui. Et puis il appartient à notre collectif pendant un moment. Donc en fait, on n'est que sur une espèce de malléabilité comme ça des travaux, quoi. Et après, sur le contenu, en revanche, sur le contenu, pour le coup, l'avantage quand même, ça engage que moi, Adrien confirmera ou pas selon son avis, mais je crois que sur le contenu, la personnalité du romancier, enfin pas du romancier, mais la personnalité du roman, la personnalité de la narration, engage quand même un effort de projection et de construction qui est suffisamment important, suffisamment dense, donc a priori, il n'y a pas tellement de risque de confusion. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on fait ça, où on s'engage sur ce qu'on appelle la construction de l'univers, je sais plus comment, ça a un nom dans la construction des séries, choses comme ça. À partir du moment où on a construit cet univers-là et qu'on en extrait des formes et qu'on en propose des formats plastiques, je pense qu'on en est plus ou moins détenteur avec le travail protégé. Après on n'est jamais à l'abri d'une une publication. Ouais. La publication compte aussi, mais c'est pareil. Étant donné qu'on publie avant d'avoir publié, moi je présente des formes et des textes de mon roman avant qu'il soit publié dans une maison d'édition, donc pratiquement c'est quand même libre de droit quelque part, avant que l'institution, ou l'entreprise ou la maison d'édition confirme les droits d'auteur, quoi. D'accord. Est-ce que tu es d'accord Peut-être deuxième partie. D'accord. Des questions? Oui. Y a-t-il des questions dans le public? Jeanne voulait peut-être répondre aussi à cette question-là après. Mais je voyais des mains se lever vers l'arrière, donc peut-être pour poser des questions. Vous avez parlé, par exemple, du fait de faire un travail avec votre génération. Donc, je voulais savoir s'il y a des critères établis. Je sais qu'il y a quelques personnes de Paris 1, donc des docteurs de Paris 1, qui publient dans votre édition sur les pages abandonnées. Ah oui. Non, vous ne savez pas? Non. Enfin, on ne savait pas. Ouais. Farah, par exemple. Qui ça, pardon? C'est Sarah? Farah. Je vais découvrir. Mais comment vous avez parlé de vouloir créer une édition avec les gens de votre génération? Est-ce qu'il y a des critères formels et établis là-dessus? Alors non, il n'y en a pas. Déjà, les choses se font assez naturellement en fait en termes de génération. On a, je pense que sur le premier, entre le premier et le second sur la page, on doit avoir des gens qui ont entre peut-être 20 ans pour les plus jeunes et 30-35 pour les plus âgés. Mais oui, les choses se font très naturellement. On donne pas de contraintes d'âge, ni de contraintes d'années depuis lesquelles les gens auraient obtenu leur diplôme, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Mais simplement, je pense que les gens qui nous connaissent sont en partie les gens qui étaient avec nous aux Beaux-Arts, les amis des gens qui étaient avec nous aux Beaux-Arts, ceux qui connaissent ceux qui ont été publiés. Enfin, voilà, ça fonctionne beaucoup aussi en réseau comme ça. Et puis ensuite, tout simplement, ce genre de projet est aussi intéressant pour expérimenter, pour les artistes expérimenter leur pratique littéraire, mais c'est aussi intéressant pour eux d'être soutenus, parce qu'il y a toujours cette idée quand même qui est un peu peu moins jolie, mais bon, on a envie de participer parce qu'il faut rajouter une ligne à son CV, parce qu'on est content de faire une nouvelle exposition, parce qu'on se dit ils font l'exposition dans une galerie dans le Marais. Moi j'ai jamais exposé dans le Marais. Ces choses-là existent aussi et intéressent forcément plus les jeunes artistes que ceux qui ont une carrière déjà beaucoup plus développée. On ne peut pas rémunérer les artistes qu'on publie, donc la sélection se fait aussi beaucoup là-dessus, je pense. Oui, sans doute. Et puis on demande quand même, là où on a une petite contrainte, c'est qu'on demande aux artistes d'être soit en fin d'études, soit d'être artiste professionnel. On prend pas,
Voilà, bon, il y aura probablement des exceptions, mais on ne prend pas de gens qui font ça comme hobby. Donc du coup, voilà, qui dit artiste professionnel, dit intéressé par travailler gratuitement, donc très jeunes artistes le sont moins. Quoi. Ils sont pas encore Jeune artiste britannique qui était jeune à l'époque, qui est vraiment 60 ans, mais qui sont plus là. Ouais, c'est vrai. Je me demandais pour l'évolution éventuelle, est-ce que ça non, mais ça évoluera avec nous en fait. Ouais. C'est pour ça c'est pour ça qu'on parle plus de notre génération que de. Il s'avère que notre génération, enfin nous, on est plutôt de la jeune création dite quoi. Mais en fait, le premier sur la page, on était à moitié étudiants, il y avait des étudiants. Le deuxième, il y en a aussi, mais un peu moins. Le troisième, il y en a vraiment un peu moins. Et c'est sans qu'on y fasse attention. Enfin, genre vraiment, le CV, c'est le dernier truc qu'on regarde quand on reçoit les dossiers. Là, sur le dernier, on a sélectionné 19 personnes, on a reçu à peu près, je sais plus très bien, genre 150, je crois, ouais, 150 candidatures. Donc on regarde très vite les textes, puis après le texte, parce que quand même il est question de publier un livre de poche, donc il faut que les textes soient convaincants. Puis après on regarde on regarde le portfolio, si les œuvres nous plaisent, si en plus elles ont si une sensibilité littéraire est évidente, ça nous convainc évidemment davantage, voire complètement. Et à ce moment-là, on regarde un peu où il en est, dans son parcours, etc. Mais dans l'ensemble, on est vraiment concerné par le contenu. Mais parce qu'en fait, nous-mêmes, on est aussi exposés à envoyer des dossiers pour d'autres concours. Et du coup, je pense qu'on essaie de traiter les artistes avec lesquels on va travailler comme nous, on aime être traités, quoi. Donc pour le contenu, pour le travail, pour les qualités littéraires et plastiques. Après, il s'avère qu'on dit jeune création, mais en fait, je crois que dans le premier... si jeune création, c'est entre 25 et 35 ans, c'est déjà large. Et puis dans le premier, on avait des gens qui étaient un peu plus âgés. Mais dans le deuxième, je sais plus. Mais c'est pas une contrainte absolue. C'est juste, on constate que c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Et nous, grandissant, les gens avec qui on traite sont aussi je sais pas qui sont de milieu en fait, très bêtement, mais sociologiquement, pas bêtement du coup. Mais, qui fait que on échange avec des personnes qui font un peu ce qu'on fait aussi. Et puis petit à petit, je sais pas, le premier recueil, c'était la première maison d'édition, on n'avait pas encore de support. Ça se sentait qu'on était jeunes, je pense que c'était un peu moins décourageant aussi pour les très jeunes étudiants. On a publié une étudiante qui était en 3e année à Lyon, je crois. Et il est possible que la chose se confirmant, les éditions prenant un peu plus de lourdeur aussi parce qu'on leur en donne et ayant plus de publications, quelque part par timidité, un peu inavoué, mais des gens tentent moins, quoi. Oui, on reçoit plus beaucoup on moins reçoit de quasiment plus d'étudiants. Ouais. C'est quand même naturel. Il nous reste 17 minutes. On a le temps, il nous reste 17 minutes à peu près. Donc s'il y a des questions... J'ai juste un petit commentaire sur la jeune création. Par exemple, l'association Jeune Création expose les artistes jusqu'à 45 ans. Mais qui n'ont pas de galerie, je crois, c'est ça aussi leur... ils en ont eu une, ils ont été hébergés à Pantin. Non, pas jeune création, mais je veux dire, c'est une des conditions, c'est que les artistes ne doivent pas être représentés en galerie, comme à Montrouge. Ouais, c'est ça, c'est une des... Moins 5, je crois qu'on va aller jusqu'à 50 ans au moins. Ouais. Donc ces jeunes, ça ne donne pas assez de terminer. Non, mais en tout cas, c'est pas du tout pour construire un entre-soi de jeunes artistes, c'est pas de ça qu'il s'agit. Y a-t-il des questions pour Jeanne? Ou d'autres? Moi, je vais juste... après, derrière. Comme ça, une curiosité par rapport à... Tu parlais... je sais pas si tu parlais du vide ou esthétique du vide ou... Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Ma question que m'a formulée, c'était par rapport à une question du vide. Que vous avez mentionné par rapport à votre... Oui. Au centre de résidence, il y a est proposée une philosophie aux artistes qui viennent en résidence pour des temps en général à partir de 10 jours jusqu'à quelques mois parfois. La proposition qui serait presque un protocole
c'est déjà de prendre 3 jours pour se nettoyer avant de commencer à travailler pour arriver. C'est-à-dire changer d'espace, se faire une sorte de sas spatio-temporel, arriver dans cet endroit où les artistes sont accueillis et pouvoir se nettoyer psychiquement, on va dire, hein, avant de se mettre au travail. Que l'espace n'est pas un lieu de résidence prêt à consommer, entre guillemets, où des artistes arrivent pour un temps très court, un projet déterminé, précis, pour faire de la réalisation. C'est un espace qui est dédié à la recherche. Donc on s'est rendu compte, avec donc bientôt 30 ans, que cette proposition, finalement, elle fonctionne très bien. Et puis elle fait beaucoup de bien aux artistes qui viennent ainsi. Et il peut y avoir une forme de violence d'arriver en résidence avec un temps court, avec l'objectif déjà presque atteint avant même d'avoir commencé, pour être dans le faire, seulement dans le faire. Donc la proposition est de commencer par ne rien faire. Et des fois ça marche pas, c'est pas facile de rien faire, mais arriver à cette forme de nettoyage interne. Et je l'ai observé pour moi-même comme pour d'autres artistes, ces 3 jours sont nécessaires parce qu'en général le 3e jour, chacun est malade. Chacun lâche prise, laisse, et c'est une journée en général au lit ou allongé dehors, mais vraiment là, ne rien pouvoir faire. C'est-à-dire se donner ce temps. Et le 3e jour, en général, c'est le point de départ pour la séance de travail qui commencera au 4e. Ça, on l'a observé comme un rythme régulier et récurrent chez les uns et les autres. Et quand on va contre ce rythme, moi-même j'ai été contre ce rythme, ça ne m'a pas fait du bien. De la commande, c'est ça. Voilà. Donc en tout cas, ce lieu est dédié à prendre ce temps, en fait. C'est une forme de condition qui est posée. De venir et de prendre ce temps. Et c'est presque la partie la plus difficile de la résidence, en fait. Oui, de prise de contact avec les lieux. C'est vrai que vous êtes quelques-unes à être venues là déjà. De rencontrer les personnes aussi, puisqu'il y a des habitants sur place et des familles. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réflexions par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin? Il y avait une question derrière, oui? Question. Alors, je me présente, je suis Françoise Jasmin, je suis chorégraphe et psychologue. Et donc, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt. J'avais envie de saluer votre démarche. Il y a 2 mots qui me sont venus à l'esprit, alors je fais tout intégrer, mais je vous ai les yeux m'inspirer. C'est, par rapport à ce que vous avez dit, le choix et la nécessité. Et je trouve que vous êtes dans un juste milieu, puisqu'en même temps, vous faites le choix de vos vies, de votre art, de vos études, et en même temps, vous êtes dans une nécessité majeure de recréer du lien avec autrui. Alors, en cherchant vos prénoms, pour pouvoir justement dire que je m'adressais à vous, j'ai juste remarqué que vos 2 prénoms se finissaient par IEM. Excusez-moi, c'est un peu stupide, mais voilà, vous m'avez plongé dans une littérature et la symbolisme, etc. Et je disais que c'est comme un lien, en fait, vous êtes bien trouvé. Voilà, ça m'a fait le thème aussi dans le mot de solitude, puisque l'artiste est très seul, et je trouve que vous y répondez. Je pense qu'il y a trop de cloisonnement dans le monde artistique, et notamment, je dirais en France, parce que c'est le lieu que je connais mieux, bien évidemment. Et puis je disais, parce qu'à un moment donné, vous parlez aussi de sources d'inspiration, mais de rien. Évidemment, il y a les savoirs qui sont produits, voilà, les savoirs produits par les artistes, etc. Mais il faut savoir une chose aussi, qu'un homme, l'être humain, ne fonctionne pas tout seul. C'est que de toute façon, nous sommes ensemble et que nous nous inspirons les uns des autres. Donc c'est très important pour moi ce que vous faites sur un thème avant tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup.